Creepypasta Story. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, ça va être anecdote spéciale Creepypasta hôpital. Donc j'espère que ça vous intéressera. Donc comme d'habitude, asseyez-vous confortablement, prenez quelque chose de chaud, petite couverture, une petite bouillotte et voilà, on est prêt pour faire un bon dodo tout à l'heure. Alors on commence par l'anecdote numéro 1. Alors, mes anecdotes vous ont bien plu et ça me fait plaisir. Les vôtres sont également très creepy dans le style. Et vous me connaissez, je ne peux m'empêcher de céder aux demandes du peuple. Je vais donc vous raconter d'autres trucs étranges qui me sont arrivés. Donc je n'ai pas à chercher longtemps, l'hôpital est vraiment une sorte de poche dimensionnelle où il se passe toujours des choses cheloues. Un peu comme Silent Hill, si vous connaissez. Bref, j'arrête de vous faire attendre. Petit joueur, hein. Cette anecdote date de mon internat, rien à voir avec les dortoirs. Non, lorsque j'étais interne, si vous préférez. Vous avez certainement entendu parler des bizutages en fac de médecine, des bizutages vraiment violents. Il y a eu pas mal de scandales là-dessus et ça ressort régulièrement. De mon côté, je n'ai pas intégré d'association ou de machin de ce genre. J'avais déjà des amis et je trouvais ça ultra con ces épreuves. Bref, un pote à moi, que l'on voit appeler Jean-Jacques, Gigi, a décidé d'intégrer une association qui pratiquait le bizutage. J'étais pas mal inquiet à l'époque, surtout que Gigi est un type plutôt timide qui n'a jamais eu trop d'amis. Donc très influençable. Miaou. Oh, oui, si vous entendez miaou, c'est normal. Hein. D'accord, on continue. À l'époque, j'ai rien dit car j'étais assez content qu'il surmonte sa phobie sociale. Mais je regrette parce que le pauvre en a plus que bavé. À vous de me croire ou pas, car je ne peux pas du tout prouver ce que je vais vous dire. La présidence de la fac a fait étouffer l'affaire pour éviter le scandale. Vous ferez votre propre avis sur le sujet. En gros, Gigi m'a raconté, complètement traumatisé, son bizutage. Le rituel commençait par une grosse soirée avec un speed drink à gogo. Et en 1 heure, chaque aspirant devait boire une bouteille de vodka. Bon, jusque-là, on est simplement sur de débiles, mais rien de traumatisant. Quoique, j'ai toujours trouvé ironique de futurs médecins ne pensent pas une seule seconde au coma éthylique. Mais bon, une fois que les candidats sont totalement bourrés, la seconde épreuve n'est pas d'un meilleur goût. Les hommes prennent tous une dose de Viagra, oui, juste après avoir picolé comme des trous. Des génies, hein, je vous dis. Hein. Et les candidats doivent tous faire une série de danses sexy pour ces messieurs, et ce, presque nus. Mais les mecs ne doivent pas, vous voyez ce que je veux dire, pas craquer, quoi. En gros, ils doivent pas avoir le poireau, quoi. Ceci dit, les mentors viennent les chercher pour une dernière épreuve qui se passe dans un appart-crous bien glauque. Comme tous les appart-crous, vous allez me dire. Non, pas tous, hein. Il y en a qui sont très bien. Hein. Faut arrêter un peu de juger, hein. Ça dépend où, ça dépend quand, ça dépend quoi. Voilà. L'appart en question est préalablement vidé et les candidats sont enfermés dedans. Une gamelle pour chien est disposée sur le sol pour chacun d'entre eux. À l'intérieur, une sorte de bouillie dégueulasse de viande informe que doivent ingurgiter en entier les pauvres candidats. On n'aurait pas été à leur place. Hein. Rétrospectivement, mon pote se souvient que le plat avait des éléments étranges. Il avait déjà vu ça quelque part. Il regrette encore actuellement d'avoir chassé de son esprit toutes les alertes rouges de ce qu'il y restait de conscience à ce moment. Vous vous doutez, dans leur état, ils n'ont pas réfléchi longtemps avant de sauter dessus. Une fois que c'est terminé, les bienveillants parrains leur révèlent le poteau rose, complètement mort de rire. La bouillie en question est constituée de déchets organiques humains volés dans les poubelles du service d'anatomopathologie que l'assaut récupère afin de les faire bouffer aux nouveaux arrivants. Ouais, c'est dégueulasse. Mon pote choqué s'est plaint au doyen qui a simplement dissous l'association et réparti les membres dans d'autres facs. Il voulait éviter que l'affaire soit éventée pour des raisons que vous imaginez facilement. À la suite de ça, mon ami a quitté la médecine, mais il va beaucoup mieux aujourd'hui, je vous rassure. Ouais, c'était un peu... Bon, si vous êtes en train de manger, je voulais vous dire, mais si vous êtes en train de manger, voilà quoi. C'est pas le bon moment quoi. Parce qu'il faut imaginer
des restes en fait. Déjà, ça, l'odeur, la forme, la couleur. Et puis même, c'est dangereux quoi, parce qu'il y a quand même des bactéries. Non, mais c'est vraiment de la stupidité, ça, vraiment. Évidemment, je vous conseille pas de faire la même chose, hein, de ramasser des trucs à faire. Oh. Voilà quoi. Bon, bref. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas raconté mes histoires sympathiques pour toute la famille. On va rectifier le tir. Oui, on a été sur le pied de guerre avec le coco et je n'avais pas trop le temps de venir discuter et raconter tout ça. Maintenant que la crise est un peu passée, je reviens prêt à vous rendre phobique des hôpitaux. Si je me souviens bien, j'avais parlé des bizutages la dernière fois. Il y a encore plein de trucs à dire, mais j'ai envie de varier un peu. Alors voyons quel thème on pourrait aborder aujourd'hui. Ah oui, les services psychiatriques. Là aussi, il y a une bonne tonne d'anecdotes horribles qui devraient vous ravir, mes petits psychopathes adorés. Avant, j'aimais répondre à une remarque qui revient régulièrement sur le fait que je sois détachée et manquerais de respect aux victimes, quelque part. Bon, vous vous doutez bien que j'ai eu le temps de prendre du recul sur les histoires, que j'essaie de faire quelques blagounettes pour rendre le tout moins lourd et moins déprimant. Mais aussi que je suis médecin et donc dois savoir prendre du recul. Quand un pimpin arrive aux urgences avec un bras à moitié arraché parce qu'il s'est amusé à jouer avec une grenade que son grand-père gardait de la Seconde Guerre, il faut savoir garder son sang-froid. Tu m'étonnes. C'est le principe du boulot des glandus. Mais vous êtes de mignons glandus, je vous assure. Alors de base, la psychiatrie, ce n'est pas ce que j'aime. Franchement, les malades mentaux me font peur. Mais ce n'est pas gentil. Mais c'est comme ça. Ils sont imprévisibles et ont des réactions super bizarres la plupart du temps. Et pourtant, il faut que l'on fasse une partie de notre internat en institut ou service psychiatrique pour valider nos études. C'était l'enfer pour moi. Et en plus, le service de mon hôpital était, et est toujours d'ailleurs, affreusement glauque. Je vous jure, hein, imaginez un vieux sanatorium peint à la vite, en couleurs chaudes et positives, mais qui sont délavées au bout de 3 mois. Je vous assure, hein, on dirait la chaufferie de Kruger, reconvertie en garderie. Donc bon, personnellement, je m'arrangerai toujours pour être le moins possible au contact des patients en me farcissant toute la paperasse dont personne ne voulait. Un échange de bons procédés avec les collègues. Donc un jour, j'ai malheureusement dû m'y résoudre à contre-cœur suite au coup de gueule du chef de service. Je me suis ainsi occupée des soins d'une jeune femme nommée Micheline. Oui, les noms sont modifiés comme d'habitude. Et qui est sérieusement schizophrène. Le souci avec Mich était qu'elle avait la fâcheuse manie de ne jamais prendre ses médicaments. Elle trouvait constamment un moyen de nous rouler pour ne pas les avaler, en les cachant dans sa bouche ou en les régurgitant. Mais maintenant, je n'en reviens pas d'un tel génie et d'une telle créativité. Pour ne pas suivre son traitement, c'est impressionnant. Bref, elle avait donc souvent des crises à cause de sa maladie et délirait souvent. La plupart du temps, elle restait prostrée dans un coin en observant nerveusement tout ce qui se passait dans la salle de repos, où les patients passaient la majeure partie du temps. Ouais, ses délires étaient de type paranoïaque. Son psy galérait à établir la communication, mais le bougre y arrivait quelquefois. Parfois, il nous racontait un délire récurrent et étrangement cohérent qu'avait Michou. Donc Micheline, hein, Micheline, comme vous voulez. Oui, mais secret médical, tout ça. Des fiefs filous et l'ordre ne serait pas fier. Je sais, sniff. Ce délire était assez particulier. 1 à 2 fois par semaine, quelque chose venait l'observer depuis la vitre de la porte de sa chambre. Systématiquement vers 2 h du matin. Elle décrivait le monstre comme une chose affreusement déformée et écarlate, avec un nez patate, recouvert de croûte et creusé par endroits. Des yeux vitreux et globuleux, marrons, parsemés de nerfs rouges vifs, qui semblaient être sur le point d'être éjectés de leurs orbites. Les dents de la chose étaient noires et brisées, pourries et infâmes, tout comme ses lèvres étaient gercées et trouées de plaies régulières. Le reste du visage était à l'image du nez, immense et creusé, empli de croûtes et de creux, d'où sointait un liquide blanc immonde mêlé à des sudations abondantes. Les gouttes de sueur perlaient de sa longue barbe trouée et irrégulière. La patiente appelait ce croque-mitaine mugriento et d'origine espagnole. Bon, c'est assez ragoûtant. Hein. Alors c'est mugriento. Enfin bon, ça s'écrit M-U-G-R-I-E-N-T-O. Donc j'essaie de prononcer. Hein. Muglietto. Micheline expliquait à son psy qu'elle avait conclu un marché avec Muglietto, enfin plutôt qu'elle accomplissait une sorte de rituel afin de conjurer la créature. Il venait avec sa respiration difficile et bruyante, puis la fixait en souriant depuis la vitre, tout en soufflant sur cette dernière afin d'écrire des messages avec la buée. Selon elle, c'est ainsi qu'ils avaient conclu leur accord. Elle faisait passer ses médicaments
au-dessus de la porte, notamment ses antipsychotiques, et devait ensuite mettre sa main sur la vitre. Muglietto faisait de même, puis tentait d'ouvrir la porte, toujours en vain. On ferme les chambres à clé. Il récupérait les médicaments après des essais avant de s'en aller. Jusqu'à la prochaine fois. Bon, après diverses théories psychanalytiques, mon collègue en a conclu qu'il était largué et prévoyait de transmettre son cas à son ancien directeur de thèse, qui était une pointure en psychiatrie. Très peu de temps après, pendant que l'on se baladait dans le couloir des chambres, alors que les patients étaient dans la salle de repos, nous avons quelques blagues douteuses sur Muglietto. C'est alors que je me suis approché de la vitre de Michele et j'y ai vu de la buée avant de remarquer qu'il y avait vraiment des messages écrits dessus. On avait paniqué et on s'est dit que c'était elle qui les avait peut-être écrits. Mais on s'est vite rendu compte qu'il était marqué depuis l'extérieur. On a appelé les infirmiers, souvent très costauds, et la police. Un agent envoyé par le commissariat local et les infirmiers ont fouillé le bâtiment à la recherche d'un intrus. Sans succès. Le flic est reparti en pensant à une mauvaise blague d'un de nos pensionnaires, ce qui était possible, mais super problématique. Déjà, ça voulait dire que l'un d'entre eux avait des clés de sa chambre et qui s'amusait à empêcher une patiente de prendre son traitement. Il fallait donc l'attraper. Là, certains doivent se poser la question des caméras de sécurité et des infirmiers de garde. Il faut savoir qu'on n'en a plus un sou dans l'hôpital, donc on n'a pas remplacé les caméras. Elles étaient défectueuses depuis un moment et on n'a pas de personnel de nuit. Enfin, si, mais ils viennent en renfort dans les autres ailes pendant que les patients psychiatriques dorment alors. Donc oui, c'est sans surveillance. Bref, un groupe de volontaires s'est mis en planque tous les soirs de la semaine pour trouver le responsable. Pas moi, hein. Pas question que j'entre dans cet enfer de nuit pour traquer un boogeyman en plus. Je suis docteur, pas héros de film d'action des années 80. Le reste sont mes collègues présents qui me l'ont raconté. Il est possible que ce soit un brin exagéré, je ne le saurais jamais. Un type s'est effectivement présenté vers 2 h du matin avec une démarche étrange et pataude. D'abord effrayés, ils n'ont pas osé y aller jusqu'à que l'homme prennent la fuite en remarquant leur présence. Ils ont donc poursuivi Muglietto jusque dans son repère qui n'était pas très loin, dans l'hôpital en fait. Il faut savoir que nous avons de vieux sous-sols désaffectés, accessibles par de petites fenêtres au sol depuis l'extérieur, et c'est là que vivait ce type. Un SDF complètement fou qui se shootait aux produits médicaux et vivait dans cette cave sombre remplie de déchets et d'excréments. Il venait voir Micheline pour se droguer avec son traitement, qui mélangeait avec du whisky au vu du nombre de bouteilles label 5 vides qui traînaient par là. C'est là que les infirmiers ont fait une erreur, en voulant le poursuivre avant de le virer. Alors qu'il descendait dans son repère, le vieux clochard a poignardé Jaco plusieurs fois avec une seringue usagée. Il est vite sorti et la police s'est chargée de le faire dégager ce cinglé. Jaco s'en est pas mal sorti, il n'a pas chopé la peste bubonique et va bien aujourd'hui, mais bon, il s'approche plus des vieux SDF louches. Ah, on part sur la seconde et dernière anecdote du jour, mais bon, on va dire que c'est la troisième, hein. Du coup. Alors oui, bon, je dis la troisième parce que il y en avait une autre anecdote et je l'ai pas racontée parce que je la trouve vraiment trop glauque en fait. Non, mais justement c'est creepypasta story. Alors vas-y raconte. Bah oui mais non parce que c'était sur les animaux et honnêtement quand je te dis, quand franchement je dis que c'est vraiment glauque, c'est vraiment des atrocités qui apparemment seraient peut-être révélées vraies. Expérience des animaux vivants. Vous imaginez le truc? Donc j'ai pas vraiment envie de raconter parce que tout ce qui est en rapport avec les animaux, c'est pas trop mon style. Oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais non. Moi, les animaux, voilà, je peux pas. Alors, les raconter, même quand j'ai lu ça, j'ai halluciné. Et même d'après l'anecdote de la personne qui en a subi, vu et qui a subi, enfin bref, s'en est parmi. Et j'ai envie de dire, tu m'étonnes. Parce que c'était vraiment... Donc voilà, tout ce qui est expérience avec les animaux, les trucs dégueulasses avec les animaux, non. Là c'est la dernière anecdote du jour, et, enfin du gars en tout cas, peut-être qu'il racontera d'autres anecdotes. J'en ai pas des masses sur ce thème, comme je vous le disais, je suis partie au plus vite possible de la psychiatrie. Celle-ci a surtout été vécue par Morissette, ce n'est toujours pas son vrai nom, et heureusement pour elle. Une collègue et amie que je connaissais depuis longtemps. On travaillait ensemble dans l'aile psycho, et elle avait en charge un patient avec un trouble assez spécial. Le syndrome de la main étrangère dans sa variante corps calleux. Bon, je vais vous faire une description rapide. Les intéressés allaient voir sur Wikipédia. Donc en gros, il s'agit d'un trouble neurologique faisant que le patient ne contrôle plus une de ses mains. Cette dernière semble possédée par une volonté externe, mais en réalité l'inconscient est dans la variante corps calleux. La main cherche à nuire aux actions de l'autre main comme une sorte
d'antagonistes étranges. Enfin, nuire plutôt devenir la main dominante en effectuant les actions à la place de la bonne main, comme écrire ou toute autre action faite par la main motrice. Donc en gros, ta main c'est... Enfin, il peut pas la contrôler, quoi, tu vois. Alors, c'était un patient très gentil de base. Nous allons l'appeler Pierre-Jules, donc PJ. Mais son syndrome le rendait très spécial. Il se tenait toujours la main comme s'il voulait éviter qu'elle ne fasse des bêtises. Je me suis méchant la main, méchant. Enfin bref. Les premiers temps, il réclamait la camisole de force et faisait tout pour la récupérer lorsqu'on la lui ôtait. C'était un moyen pour lui d'éviter que sa main ne fasse n'importe quoi, je pense. Le plus perturbant était qu'il pouvait passer des heures à discuter avec sa main. Il lui répondait par des signes afin de marchander pour qu'elle se calme. D'accord. Ok. D'accord, j'imagine la main. Ça va, maman? Comment ça va aujourd'hui? Un peu comme la main des Adams, là. Enfin bref, je vous jure, hein, j'avais l'impression d'entendre un négociateur tenter de convaincre un forcené de libérer les otages. Visiblement, le succès n'était pas au rendez-vous. Forcément, on ne parlemente pas avec le subconscient. C'est assez triste, en réalité. Pierre-Jules voulait vraiment que ça s'arrête afin de reprendre une vie normale. Oui, ce n'était pas un syndrome de naissance, mais le résultat d'un choc émotionnel. Il avait dû subir une intervention neurochirurgicale suite à un traumatisme crânien après un accident de car. Il y avait pas mal de morts ce jour-là, mais il s'en était sorti heureusement, mais c'était avec des séquelles. Le signe manifeste de celle-ci étant ce syndrome. Ma collègue était partie sur une théorie, que ces négociations étaient ces discussions avec sa main étaient une concrétisation d'un complexe de survivant et donc d'une culpabilité refoulée. Morissette voulait justement accompagner et déclencher ces discussions afin que le patient exprime et extériorise ce qu'il refusait d'admettre. À cette fin, elle avait installé un dispositif personnel d'enregistrement dans la chambre du patient. Non, je ne le ferai pas écouter. 3 raisons. D'une, la flemme de faire la retranscription, je comprends. De 2, je ne veux pas qu'on puisse identifier ma pote car ce n'est pas totalement légal comme pratique. Et de 3, je ne les ai pas. Elle essayait aussi de limiter au maximum la camisole pour que la main puisse rester libre. Estimant qu'elle n'était qu'une béquille n'ayant que pour conséquence d'entraver la thérapie de Pierre-Jules. Je suis très sceptique sur la psycho en règle générale. Et cet épisode ne m'a pas convaincu. C'est très beau sur le papier, mais ça l'est moins dans la pratique. En effet, sa main possédée parasitait constamment les agissements de l'autre. Vous vous doutez bien que ce n'était pas des plus simples pour le pauvre bougre. Il devait compter sur les infirmiers comme s'il était manchot. Et dans les faits, il l'était, tant que sa main gauche pouvait agir librement. Morissette s'est donc particulièrement penchée sur son cas et elle a appris de ses enregistrements quelque chose de particulièrement intéressant. Jules était persuadé que sa main était habitée par l'esprit de sa femme morte dans l'accident de car. Il décrivait cette dernière comme totalement obsédée par le contrôle et cherchant constamment à faire les choses à sa place. Une conjointe particulièrement dominatrice. Le pauvre gars alternait entre périodes de rage et crises de larmes lors de ses discussions avec sa main. Forcément, pour lui, il parlait à sa femme morte. Le fait d'associer sa femme à son trouble n'étant pas anodin. Au fil des semaines, l'anxiété et la dépression gagnaient du terrain dans l'esprit du malade. Morissette commençait à être dépassée par cela. Elle essayait d'organiser des thérapies de couple entre lui et sa main, par exemple. Sans surprise, la thérapie de couple n'a pas très bien marché. Et la situation continuait à empirer. Sans mauvais jeu de mots, ils s'en sont venus aux mains. Oui, après une engueulade publique, ce qui arrivait de plus en plus souvent, avec sa femme, sa main l'a frappé au visage. Et l'a rétorqué en explosant cette dernière contre le mur. Bon, le garçon a été maîtrisé et mis sous sédatif, mais c'était pas alarmant quand même. Le plus bizarre était que lors de son isolement, il a discuté avec sa moitié pour que cela ne se reproduise plus. Mais la cohabitation semblait plus harmonieuse et la discussion avait visiblement porté ses fruits. Sa main ne cherchait plus à tout faire et notre homme prenait soin d'elle. Manucure, vernis, etc. Un compromis précaire, mais évitant les crises de violence. Enfin, cela n'a pas duré car les tensions sont venues très vite. Les deux ont relâché leurs efforts. Il fallait que le patient s'occupe l'esprit et ne passe plus ses journées à regarder par la fenêtre pendant que sa main faisait des trucs de son côté. Pierre-Jules a donc consenti à une activité, la cuisine. Chose qu'il adorait faire avant l'accident. Bien sûr, sous surveillance d'un infirmier et loin des couteaux tranchants. Mais bon, ce qui arriva, arriva. Après quelques semaines à jouer le jeu, la vigilance de l'infirmier
s'est relâché et Pierre-Jules en a profité. Il avait caché sur lui depuis plusieurs jours une dose d'anesthésiant qu'il avait volée, Dieu sait comment, et il se l'est injecté brutalement dans le bras gauche avant de plonger dans le broyeur à viande pendant que sa main tentait vainement de l'en empêcher. L'infirmier ayant réagi immédiatement a témoigné que l'homme pleurait simplement de soulagement et de douleur mêlée. Malgré sa prise en charge rapide, sa main a dû être amputée. Peut-être pour le mieux finalement. Aujourd'hui, il semble complètement guéri sans que ni ma pote ni le professeur ne comprennent bien pourquoi. Ce syndrome est normalement la manifestation d'un trouble et le membre n'est pas censé être le problème en soi. Je vous laisse vous faire vos propres avis. Personnellement, je m'en vais pour cette dernière anecdote. J'aime bien vous lire et échanger avec vous. C'est un peu pour ça que je vous raconte mes anecdotes à la base. Voilà, c'est la fin. Donc à vous de savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette histoire. Mais c'est assez spécial quand même, hein. La main qui bouge et après le mec il met sa main dans le broyeur et tout, oui. Enfin bref, bah, après bon, si c'est un soulagement et qu'il arrête de se disputer avec sa main, bon bah tant pis, hein. Mais après maintenant, ouais, est-ce qu'il a remplacé sa main manquante avec une main en prothèse? Je pense pas, non. Ouais. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir tenu tout ce temps et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner bien sûr. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.